Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Nigeria, le cardinal d'Abuja se retrouve au cœur d'une polémique après une interview télévisée qui n'a pas été du goût de la présidence. Au Yémen, un nouveau regain de violence, les attaques des rebelles houthis contre les forces gouvernementales font au moins 58 morts. Et puis aux États-Unis, Donald Trump prépare à l'offensive contre le droit du sol avec un nouveau décret ciblant le tourisme des naissances. Rebonsoir mesdames et messieurs, au Nigeria, une interview télévisée du cardinal d'Abuja, John Onayekan, provoque une vive réaction de la présidence. Le prélat y a relevé des éléments d'une récente rencontre contre le président Bola Tinubu et une délégation de dignitaires catholiques. Des propos très mal accueillis par la présidence qui dénonce publiquement cette prise de parole. L'affaire alimente désormais les débats entre plusieurs candidats à l'élection présidentielle prévue en janvier prochain. Au Mali, 10 ressortissants chinois sont maintenus en détention après l'ouverture d'un casino clandestin à Bamako. La justice malienne a rejeté mercredi 5 août leur demande de remise en liberté provisoire. L'affaire restée secrète pendant plusieurs mois aurait bénéficié de complicité locale pour permettre la mise en place de cette activité illégale. Au Sénégal, 3 chroniqueurs proches du parti PASTEF ont été condamnés mercredi à des peines de prison ferme par le tribunal de Dakar. Ils ont été reconnus coupables d'offense au chef de l'État et de discours contraires aux bonnes mœurs. La condamnation fait suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle ils appelaient au malheur et à la mort de celui qu'ils accusaient d'avoir trahi le projet du PASTEF. Une formule interprétée comme en visant le président Bassirou Diomaye Faye. Un procès en urgence hier au tribunal de Dakar, le Sénégal, où 3 chroniqueurs pro-PASTEF sont donc condamnés pour offense au chef de l'État. Ils avaient dans une vidéo publiée sur TikTok appelé au malheur et à la mort de, je cite, celui qui a trahi le projet du PASTEF. Une formule interprétée comme visant le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Juliette Dubois. Le tribunal de Dakar a tranché 3 mois de prison ferme pour Laminou Darou, 2 mois ferme pour ses coprévenus Oustas Tiep et Ndiaye Touba, avec 500 000 francs CFA d'amende chacun, des peines en deçà des réquisitions du parquet qui avait demandé jusqu'à 1 an, dont 6 mois ferme contre Laminou Darou. À la barre, ce dernier, déjà condamné en octobre pour des faits similaires, avait d'abord assumé ses propos avant de se rétracter, assurant ne faire que commenter l'actualité. Oustas Tiep et Ndiaye Touba ont de leur côté soutenu n'avoir cité ni nom ni institution, évoquant de simples vidéos comiques tournées entre amis. Leur avocat, Maître Abinar Ndiaye. Je suis vraiment à la fois surpris et déçu. Rien ne permet de retenir ou de soutenir une quelconque des infractions alléguées par le ministère public. Ils n'ont jamais en fait donc parlé du président de la République. C'est au cours d'une discussion entre effectivement donc des amis qu'ils sont effectivement prononcés sur effectivement donc ce qu'il faut entendre par la trahison et quelles sont également les conséquences effectivement donc d'une trahison. Cet axe de défense a été balayé par le procureur pour qui le destinataire des propos ne faisait aucun doute. Les avocats des 3 hommes ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel. Juliette Dubois, Dakar, RFI. En France, la question de l'autonomie de la Corse continue de susciter des tensions. Le Front de libération nationale Corse Union des combattants a vivement rejeté le projet actuellement étudié au Parlement. Dans une conférence de presse clandestine, des membres du mouvement ont dénoncé ce qu'ils qualifient de colonisation de peuplement. Malgré ces déclarations, les habitants venus du continent disent vivre sereinement sur l'île. La Suède annonce la remise à l'Ukraine de navires appartenant à la flotte fantôme russe. Cette appellation désigne des navires utilisés pour contourner les sanctions occidentales. Il s'agit souvent de bâtiments vieillissants en mauvais état avec une assurance insuffisante et une propriété difficile à établir. La Suède va remettre à Kiev un cargo de la flotte fantôme russe saisie que l'Ukraine soupçonne de transporter des céréales volées sur son territoire occupé. Cette décision fait suite au rejet le 4 août par la Cour suprême d'un recours déposé par l'armateur, confirmant ainsi les 2 jugements précédents et actant la remise à Kiev du navire.
Cette décision historique crée un précédent important, s'est félicité Andriy Sybiha, ministre ukrainien des Affaires étrangères. Nous continuons à travailler pour lutter contre la flotte fantôme de la Russie et sa capacité à générer des revenus pour sa guerre, a-t-il ajouté. Le Kafa, qui naviguait sous un faux pavillon guinéen, faisait route vers Saint-Pétersbourg lorsque des policiers suédois l'ont arraisonné début mars au large de Trelleborg, sur la côte sud du pays. Selon le tribunal de district d'Ystad à Stockholm, les autorités ont agi en réponse à une demande d'entraide judiciaire de l'Ukraine, le Kafa faisant l'objet d'une enquête. Les médias suédois assurent que c'est la première fois qu'un tribunal ordonne le transfert à Kiev d'un navire russe soupçonné d'avoir transporté des céréales ukrainiennes volées. Les analystes estiment que la flotte fantôme de Moscou se compose de navires vieillissants en mauvais état, dépourvus d'assurance adéquate et dont la propriété est opaque. Ils sont souvent utilisés pour contourner les sanctions occidentales. Autre sujet, l'Iran et le sultanat d'Oman sera parvenu à un accord de principe sur les grandes lignes d'un dispositif visant à rouvrir le détroit d'Ormuz pendant 60 jours. Selon des sources citées par les chaînes saoudiennes Al-Ada, l'accord doit encore être approuvé par le Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Il prévoit notamment les itinéraires distincts pour les navires entrant et sortant du détroit sans droit de transit ni frais de service. Source haut placée et doit encore être approuvée par le Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Une annonce officielle pourrait intervenir d'ici quelques jours. Les États-Unis n'ont pas encore réagi alors qu'ils cherchent à garantir la liberté de transit. En Syrie, l'explosion d'une bombe dans un minibus de transport public a fait 2 morts et 14 blessés jeudi. L'explosion s'est produite dans une ville située près de Damas, à majorité druze et chrétienne. Les autorités poursuivent les investigations pour déterminer les circonstances précises de cette explosion. Suivons ensemble. Lieu sud-est de Damas. L'explosion s'est produite au milieu de la principale artère de Jaramana. C'est une route très fréquentée. Elle a visé une petite navette de transport de passagers qui a été entièrement détruite selon nos informations. Les blessés ont été évacués vers 2 hôpitaux à Damas et à Jaramana et selon une source locale, la majorité des blessures seraient légères, mais ces informations restent préliminaires et le bilan pourrait s'alourdir. Les autorités ont établi un périmètre de sécurité autour de la zone et il y avait une inquiétude parmi les habitants de Jaramana. Jaramana se trouve seulement à quelques kilomètres au sud-est de Damas. La ville aussi arbitre une importante population druze, mais aussi des habitants de différentes communautés. À ce stade, aucune partie n'a officiellement revendiqué cette attaque. Les autorités n'ont pas non plus communiqué sur la nature exacte de cette explosion. Mais bien sûr, cet incident intervient alors que la Syrie a connu plusieurs explosions à Damas et dans ses environs ces derniers mois et même ces dernières semaines. Je rappelle que début juillet, lors de la visite du président français Emmanuel Macron, 2 explosions ont eu lieu à Damas. Dans ces différents cas, des engins explosifs avaient été évoqués et cette nouvelle explosion intervient dans un contexte, je peux dire, de défis sécuritaires pour les nouvelles autorités syriennes qui doivent notamment faire face à la persistance des attaques et des incidents de sécurité visant des zones urbaines. Au Yémen, à présent, au moins 58 membres des forces gouvernementales ont été tués dans des attaques menées par les rebelles Houthis. Des drones et des missiles ont été utilisés lors de ces attaques. Il s'agit du bilan le plus meurtrier enregistré depuis la trêve conclue en 2022 entre les 2 clans. Reportage à suivre. Après plusieurs attaques en mer Rouge contre des pétroliers saoudiens, les Houthis frappent cette fois sur la terre ferme. Une réponse directe, selon eux, au soutien renforcé de l'Arabie saoudite auprès des forces gouvernementales yéménites depuis plusieurs semaines. Cette opération a permis de tuer et de blesser beaucoup de mercenaires saoudiens, de détruire et d'incendier un grand nombre de camps et d'entrepôts d'armes de l'ennemi saoudien à l'est du pays, ainsi que de détruire un grand nombre de véhicules militaires stationnés dans les camps visés. Selon une source militaire anonyme, les drones et les missiles Houthis ont frappé plusieurs camps militaires dans la province de Marib, au centre du pays,
et celle d'Hadramout, près de la frontière avec l'Arabie saoudite. Il s'agit du bilan le plus meurtrier depuis 2022 entre les deux camps. Depuis 2014, une guerre par proxy a lieu au Yémen entre les rebelles houthis alliés de l'Iran et le gouvernement yéménite soutenu par Riyad et Washington. En 2022, une trêve fragile est entrée en vigueur, mais elle a volé en éclats le mois dernier lorsque les houthis ont accueilli un avion iranien à Sanaa, violant la mainmise saoudienne sur l'espace aérien yéménite. Les houthis ont ensuite annoncé un blocus maritime des ports saoudiens et commencé à prendre pour cible les pétroliers du royaume. Nous mettons en garde l'ennemi saoudien contre toute action imprudente à l'encontre de notre pays et de notre peuple. Il devra assumer les conséquences de toute escalade. L'Arabie saoudite n'a pour l'heure pas encore réagi à cette nouvelle attaque. Le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale, a lui annoncé qu'il riposterait, je cite, au moment et à l'endroit opportun. Au Japon, la question de l'arme nucléaire s'invite dans les commémorations du bombardement d'Hiroshima. Des survivants font part de leur frustration et de leurs inquiétudes face au soutien croissant, y compris dans le pays, à la possession d'armes nucléaires comme moyen de dissuasion. Des débats qui prennent une résonance particulière alors que le Japon commémore les victimes du bombardement atomique. Le Japon a commémoré ce jeudi le 81e anniversaire du bombardement atomique américain d'Hiroshima le 6 août 1945. À cette occasion, le maire de la ville a critiqué les grandes puissances de vouloir relancer la course à l'armement au nom de la dissuasion nucléaire. Sanae Takaichi, qui assistait à la cérémonie commémorative pour la première fois en tant que première ministre du pays, a déclaré vouloir adopter une approche réaliste pour parvenir à un monde où les armes nucléaires ne seraient jamais utilisées. Mais depuis plusieurs semaines, les médias japonais affirment que son gouvernement serait favorable à un assouplissement des principes antinucléaires. Les bombardements américains d'Hiroshima et de Nagasaki ont fait près de 220 000 morts. Le Japon a capitulé le 15 août 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale et à près d'un demi-siècle d'agression japonaise en Asie. Et puis une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. Au Venezuela, le pouvoir et l'opposition renouent le dialogue. Des discussions entre des représentants de l'opposition et des députés de la majorité chaviste ont débuté jeudi. Cette nouvelle série de négociations est menée sous l'impulsion de Washington et doit porter sur une possible transition politique. Plusieurs tentatives de dialogue ont déjà eu lieu par le passé sans parvenir à débloquer durablement la situation. Et puis nous terminons par cette actualité. Aux États-Unis, Donald Trump relance sa contestation du droit du sol. Le président américain a signé un nouveau décret visant cette fois le tourisme des naissances, une pratique qui consiste selon ses détracteurs à venir accoucher aux États-Unis afin que l'enfant bénéficie de la nationalité américaine. Cette nouvelle initiative intervient après l'annulation par la Cour suprême d'un précédent décret remettant en cause le droit du sol. Selon des experts, le phénomène reste toutefois très marginal. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de m'avoir suivi et belle suite de programme à tous et chacun sur ESAE TV.